Pour assister à cette rencontre autour de la possibilité de faire un livre sur un conflit en cours. Donc c'est un petit peu la question du jour, enfin, en tout cas avec les acteurs qui sont ici réunis. Donc je vais me présenter parce que ça a un sens que ce soit moi qui fasse la table ronde aussi. Je suis éditeur de livres photographiques et c'est une question que je me pose personnellement de savoir comment et à quel moment il est possible de faire un ouvrage alors que la guerre fait rage. Donc comment on peut, d'une matière photographique, créer quelque chose qui est du ressort d'un livre avec le recul que, évidemment, crée un ouvrage par rapport au traitement médiatique habituel, on va dire, des reportages de guerre. Donc, je vous présente très vite et après je donnerai la parole à chacun d'entre eux pour saisir la jeunesse de chacun des livres qui est porté par les trois personnes présentes. Sachant que nous avons aussi Valentine qui va traduire pour Svetlana. Donc voilà, on a Adrienne Surprenant donc, qui est membre depuis peu de temps du collectif Myope, qui a donc été en Ukraine plusieurs fois sur l'année qui vient de s'écouler et qui participe à 2 ouvrages collectifs. Un ouvrage dont on a ici en quelque sorte le premier exemplaire, il sera diffusé en septembre, un ouvrage fait par l'agence Myope, et un ouvrage collectif qui est fait par Photo Évidence, dont Svetlana est la directrice. À vous présenter donc aussi Aymeric Luisset. Aymeric Luisset qu'on peut présenter comme photographe, activiste, en tout cas engagé sur cette cause ukrainienne et dont il vous parlera de l'exposition qu'il a fait au Centre Pompidou et du travail actuel qui a été transformé donc en ouvrage sur la résistance, en tout cas l'engagement des civils ukrainiens. Svetlana Boucher-Vanova, qui est la directrice donc, de la maison d'édition Photo Évidence et qui a eu cette envie, dans le cadre de sa ligne éditoriale, qui est de mettre en valeur les injustices sociales, ou en tout cas celles qui sont ressenties comme telles, qui a eu envie donc, de créer ce premier ouvrage un peu, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent à l'heure actuelle, Somme, sur 1 an de conflit, donc depuis l'invasion, ou en tout cas l'attaque des Russes sur la frontière ukrainienne. Voilà, donc si tu veux bien nous dire, Svetlana, en quelques mots, simplement comment t'es venue cette idée, puisqu'après tout, elle est personnelle. Comment tu l'as réalisée? C'est effectivement complexe, j'imagine, de réunir toute cette somme de documents. Et quelle forme et pourquoi cette forme? Et quelle est la destination aussi? À quel public tu souhaites t'adresser? Donc mon idée, en fait, cette idée pour créer ce livre qui parle des crimes de guerre commis par les Russes en Ukraine, c'est vraiment partie d'une expérience personnelle. Je suis d'origine bulgare, la Bulgarie donc qui a été un pays satellite de l'Union soviétique, et la Bulgarie a été libérée 2 fois par l'armée russe. Et à chaque fois, cette soi-disant libération s'est accompagnée de viols, de camps de concentration, d'assassinats politiques. Et donc j'ai fait vraiment, à travers la vie de ma famille et ma vie personnelle, l'expérience moi-même de ce que ça signifie d'être libéré par l'armée russe. En 1989, donc au moment de la chute du mur de Berlin, on a commencé à voir dans les médias en Bulgarie remonter des témoignages des injustices qui avaient été commises par le système russe. On a découvert qu'il y avait 95 camps de concentration dans le pays. Beaucoup de gens avaient perdu des membres de leur famille. Il y a eu beaucoup d'assassinats politiques. Et moi, j'ai travaillé donc en Bulgarie à l'époque dans le premier journal anticommuniste du pays qui s'appelait Démocratia.
et où j'étais donc éditrice photographique. Et on commençait à voir toutes ces histoires qui remontaient de la période soviétique, toutes ces histoires du passé. Les gens témoignaient, avaient ces souvenirs, mais il n'existait aucune preuve ou très peu de preuves photographiques de ce qui s'était passé. Et donc, quand j'ai vu la guerre commencer en Ukraine, j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit c'est important, c'est très important que cette fois on puisse documenter les crimes qui sont en train d'être commis par l'armée russe. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce livre vraiment dans l'intention qu'il soit ensuite distribué gratuitement dans les écoles, en Ukraine, puis en Russie, pour qu'on se souvienne de ce qui s'est passé, pour que personne ne puisse dire non, non, ça n'a pas existé, et pour vraiment garder un témoignage de ce qui est en train de se produire. Quand je suis partie vivre aux États-Unis en 2000, avec mon partenaire David Stewart, on a monté donc une maison d'édition photographique qui s'appelle Photo Evidence. Donc nous organisons chaque année un prix qui s'appelle le Photo Evidence Book Award, qui va donner lieu à un livre qui documente des crimes de guerre dans un pays à travers le monde. Et cette année, donc, on a décidé que, concernant la guerre en Ukraine, on allait ouvrir la parole à beaucoup plus de photographes. Donc on a fait un appel à projet ouvert pour créer un livre avec différents contributeurs. Et on a reçu plus de 6000 images qui venaient de plus de 120 photographes de 28 pays à travers le monde. Donc finalement, on a fait une sélection d'images. On est arrivé à 360 photos, de 93 journalistes de 25 pays différents. Et 25% de ces photojournalistes étaient ukrainiens. Mais il y a aussi des gens d'autres pays, des photographes russes et de différents pays. Ok. Très bien, merci beaucoup pour cette première présentation. On verra ensuite pour lancer le débat et la rencontre. Adrienne, si tu peux nous dire peut-être, pour le coup, peut-être au-delà de la conception du livre, simplement comment et quand tu t'es lancée pour aller voir ce qui se passait en Ukraine, dans quelles conditions, et quelle est la façon dont tu souhaites transmettre et témoigner de ce qui se passe là-bas, en fait. Donc j'y suis allée le plus tôt que j'ai pu après l'invasion. Donc je crois que c'était 2-3 jours après, j'étais en Pologne et j'avais quelques commandes sur la frontière. Et en fait, de la frontière, en fait, je prenais déjà beaucoup de témoignages et j'ai parlé à énormément de personnes. Et je trouvais que c'était important d'aller documenter aussi ceux qui le fuyaient, ceux qui et elles fuyaient. Donc d'aller au-delà de la réalité qui était déjà assez terrible, tragique, mais et qui est commune aussi à énormément de pays qui vivent des conflits ou des guerres, en fait. Et donc j'y suis allée en commande avec un journaliste. C'était pas en commande, mais j'avais des promesses de publication de Les Jours à l'époque et du Devoir, un média canadien. Ensuite, j'y suis retournée à plusieurs reprises. J'ai passé la plus grande partie de l'année dernière là-bas, notamment pour des médias comme Le Monde et le Wall Street Journal qui ont vraiment soutenu et un effort constant en fait pour envoyer des journalistes sur le terrain et des photographes et pour qu'on documente ce qui s'y passait. Donc moi je pense que c'est important de juste spécifier que je me définis pas du tout comme une photographe de guerre. Je suis une photojournaliste et je suis une photographe qui raconte des histoires réelles. Mais le plus important en fait c'est les histoires et la narration. Et si c'est dans un pays en guerre ou en conflit et que je me retrouve dans ce genre de situation, bien évidemment je les documenterai, mais c'est pas le principal quoi. Ensuite, dans le cas de la guerre en Ukraine, j'ai documenté à la fois des projets un peu plus loin du front, comme certains projets sur le traumatisme et d'autres sur la vie à Kiev, un peu auprès de la jeunesse. Mais j'ai aussi documenté donc du coup la réalité dans le Donbass, la libération notamment de la ville d'Izium, et aussi donc une des photos qui est dans le livre de Photo Evidence qui se passe près de la frontière avec la Biélorussie, qui est l'histoire de 3 frères qui ont été arrêtés par les Russes, torturés, exécutés, et le 3e des frères, en entendant ses 2 frères tomber, en fait, a tourné la tête et la balle a traversé le bord de sa mâchoire. Il a survécu.
Il a été enterré vivant et il a réussi à sortir de là, remarcher jusqu'à chez lui pour aller prévenir sa mère et son père de ce qui est arrivé aux frères. Et on a eu le privilège en fait qui nous ouvrent leurs bras, qui nous racontent toute leur histoire, qu'on ait aussi des accès avec la police judiciaire. Donc on a pu retracer un peu toute l'histoire de ces 3 frères. Et c'est intéressant dans ce contexte parce que vraiment, je pense qu'en tant que photographe, on participe à une documentation historique de ce qui se passe dans un pays en guerre. C'est important qu'il y ait des gens qui le fassent, en fait. C'est important que on soit là pour faire un pont entre des réalités très différentes et pour faire des piqûres de rappel aux gens qui vivent loin des pays qui sont en conflit ou en guerre. Donc des piqûres de rappel constantes et tous les jours quotidiennes des réalités dures qui sont vécues ailleurs. Et puis j'ai aussi travaillé donc du coup avec l'agence MIAB. J'ai fait partie d'un autre bouquin collectif où là on a vraiment une narration, c'est exactement un an de guerre, donc avec des photos dans un ordre chronologique, des 6 photographes de l'agence qui ont travaillé en Ukraine à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant. Notre livre à nous, tous les fonds vont à une association qui est basée à Zaporizhzhia et qui apporte des vivres aux civils sur la ligne de front. Donc c'est des jeunes, ils ont une trentaine d'années comme nous et vraiment ils font un travail acharné. Donc voilà, je pense que les 2 initiatives et aussi le travail d'Emeric, c'est des choses qui sont essentielles pour qu'on arrive à s'ouvrir et à comprendre, à essayer de comprendre en tout cas un peu de ce qui se passe ailleurs. Et pour moi, c'est très très important en fait. C'est la base de notre monde, de notre société. Si on veut qu'elle fonctionne, il faut de la nuance, il faut de l'écoute et un effort de compréhension. Pour Emeric, donc c'est un peu la même question, Emeric, hein, même si ton contexte n'est pas tout à fait le même. Et si tu veux peut-être replacer la jeunesse de cet ouvrage sur les portraits faits de 3/4 d'eau, donc des personnes civiles en Ukraine, dans ton travail spécifique sur cette région du monde. Alors oui, effectivement, déjà, qu'est-ce qui m'a amené à travailler en Ukraine? Moi, je m'intéresse à l'histoire en construction. Je travaillais plutôt au Moyen-Orient. Et fin 2013, j'étais à Paris. Et puis, je suis un peu l'actualité. Voilà, je lis la presse. J'ai suivi un peu ce qui se passait sur Maïdan, donc ces manifestations qu'il y avait à Kiev. Et puis à un moment, il y a commencé à avoir les premiers morts par balle. Et là, je me suis dit, mais on n'est pas juste sur des manifestations, on est sur autre chose. Et j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Donc je me suis mis à faire des recherches dans les médias. Et là, je me suis aperçu qu'entre les médias pro-russes et les médias pro-occidentaux, les analyses étaient totalement divergentes. Et du coup, j'ai eu la sensation qu'il se passait quelque chose de grave et quelque chose qui allait vraiment avoir un impact important. J'ai donc décidé d'aller là-bas et je suis arrivé le jour où le président a fui. À ce moment-là, donc, il n'y avait plus de président, il n'y avait pratiquement plus de gouvernement, il n'y avait plus de police, le pays était entièrement sous le contrôle de la population. Et j'ai voulu saisir ce moment de latence où tout paraissait possible, un moment très court qui a duré 5-6 jours, le saisir à travers 100 portraits de ces manifestants devenus révolutionnaires. Et avant de les prendre en photo, je leur ai donné un questionnaire avec 2 questions. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Les portraits sont là pour capturer le regard, l'attitude, la présence de chacune de ces personnes, et les questionnaires, leurs attentes, leurs craintes, leurs espoirs, dans ce moment où tout paraissait possible. Et puis, j'ai décidé d'en faire 100. C'était pour avoir un échantillon assez représentatif de ce qu'était Maïdan. Et également, c'était une référence aussi à ce que les Ukrainiens ont appelé la centurie céleste, qui correspond en fin de compte à la centaine de morts qu'il y a eu sur Maïdan. Et avec ces 100 portraits et ces 100 questionnaires, j'ai décidé de faire un livre que j'ai fait imprimer sur du papier journal. Donc l'idée de le faire imprimer sur du papier journal, c'était de faire référence directement aux médias par ce support. Sauf que là, c'est directement la parole
des protagonistes qu'on a. Puisque ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était vraiment déconstruire la propagande qu'il pouvait avoir autour de Maïdan. Et quelle que soit la qualité des articles qui puissent paraître dans la presse, quelle que soit la renommée des journalistes, quel que soit le journal, etc., il y a toujours des gens qui pourront dire « Ah oui, mais c'est du mensonge, c'est de la manipulation, etc. » Or là, dans mon projet, c'est directement les portraits et l'écriture manuscrite de chacune de ces personnes, avec une traduction à côté dans différentes langues. Et donc du coup, ces matériaux très bruts, c'était pour moi un moyen de déconstruire cette propagande. Parce qu'après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce que disent ces gens, mais c'est directement leurs paroles. Et ce livre, je l'ai également pensé comme une exposition. On peut facilement enlever la reliure, retirer les pages et ensuite les coller sur le mur pour exposer le projet. Donc l'idée, c'est que n'importe qui puisse faire une exposition du projet. Et 6 mois après Maïdan, après la révolution de Maïdan, je suis retourné en Ukraine, cette fois-ci dans la partie est de l'Ukraine, dans le Donbass, dans la région de Donetsk. Et pendant la nuit, j'ai été coller ces portraits et ces questionnaires de manière à ce que les gens qui étaient sous influence de la propagande russe voient véritablement qui étaient les gens de Maïdan. Donc vraiment dans un témoignage direct. Et puis, beaucoup de gens que j'ai photographiés pendant Maïdan sont devenus des amis, on est restés en contact, on s'est écrit régulièrement, on est même partis en vacances ensemble, il y en a qui sont venus souvent à Paris. Et le 24 février 2022, quand l'offensive globale a commencé, alors je précise bien l'offensive globale, hein, puisque la guerre, il ne faut pas oublier qu'elle a commencé en 2014. Et quand ça a commencé, j'ai beaucoup d'amis que j'avais rencontrés pendant Maïdan qui ont mis en place des réseaux de résistance. Des réseaux de résistance civile. Et donc j'ai décidé de repartir là-bas, de retourner en Ukraine. Je suis arrivé début mars 2022. Et j'ai décidé de photographier ces réseaux de résistance ukrainienne. Je les ai photographiés de dos, de manière effectivement à préserver leur anonymat. Mais je les ai aussi photographiés de face, de manière à pouvoir un jour présenter leur visage quand la situation le permettra. Et je leur ai donné le même questionnaire que ce que j'avais donné sur Maïdan. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe maintenant et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Et j'ai fait un livre vraiment sur le même procédé que ce que j'avais fait sur Maïdan, donc pareil sur papier journal. Sauf que contrairement au projet de Maïdan, où j'étais parti sur l'idée de déconstruire, là, dans ce projet, on est davantage dans une construction. Dans la construction d'un récit. Puisque très souvent, le récit historique passe par la parole experte, le journaliste, l'historien. Or, là, ce qui m'intéressait, c'était vraiment redonner la parole directement aux protagonistes de l'événement. Ce qui me paraissait d'autant plus important dans le cas ukrainien, puisque les Ukrainiens ont été dépossédés de leur histoire pendant plusieurs siècles, puisque l'histoire de l'Ukraine passait par la puissance coloniale, qui était la Russie. Et donc, du coup, l'idée, c'était de permettre à ces gens de se réapproprier leur récit, de reprendre possession de leur histoire. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Aymeric. On comprend bien les 3 points de vue qui sont, je trouve, effectivement très intéressants de connaître ensemble aujourd'hui. Moi, ce qui m'a toujours frappé lorsque des personnes ont affaire avec un cataclysme, qu'il soit d'ordre naturel ou d'ordre militaire, c'est qu'on perd la présence du futur et qu'on est baigné dans un présent immense qui n'en finit plus, en fait. C'est-à-dire que le futur, on ne sait pas vers quoi on se dirige. On va être culbuté dans quelque chose de complètement imprévu et inouï. Ce qui me pose question, donc, c'est quand et comment il devient possible de se dire, un peu ce que Adrienne a commencé à évoquer tout à l'heure, qu'on a le recul historique, le recul de la liaison des événements,
pour créer quelque chose qui va créer une forme de liaison entre tous ces événements qui peuvent paraître disparates dans un premier temps et qui vont commencer à être voilà, la figuration de ce qui est en train de se dérouler sous les yeux de personnes qui n'en voient que des fragments à chaque fois. D'ailleurs, le livre de Myope s'appelle Fragments. Peut-être que c'est encore difficile de relier l'ensemble de ce qui se passe. Toi, Svetlana, tu as donc tenté ça. Tu as tenté un an, après l'attaque, de déjà dire, sous forme de preuve, effectivement, puisque l'idée, c'est de présenter quelque chose qui pourrait servir ensuite à dénoncer très directement ce qui s'est passé. Mais comment as-tu la capacité, la possibilité, comment te ressens-tu suffisamment légitime, en position de créer cet ouvrage, en fait, puisque c'est toi qui fais le premier ouvrage de cette nature. Je trouve que ce livre, donc une des particularités de ce livre, c'est que les photographes qui contribuent à l'ouvrage, chaque photographe écrit aussi un témoignage. Où ils racontent qu'est-ce qui se passe dans l'image, de quoi ils ont été témoins et qu'est-ce qu'ils ont cherché à documenter avec cette image. Il faut savoir qu'en termes juridiques, pour attester, pour prouver l'existence d'un crime de guerre, il faut qu'il y ait 3 personnes différentes qui témoignent. Donc dans ce cas, on a le document lui-même qui est un témoignage visuel. On a la personne qui est le photographe qui témoigne de ce qui s'est passé. Et la 3e personne qui est manquante, c'est la personne qui a commis ces crimes et dont on attend aussi le témoignage. Et ça va être juste une question de temps, mais je pense vraiment que ce livre pourrait avoir valeur de preuve et être utilisé pour cette fonction et pour prouver l'existence de ces crimes. C'est un livre où vraiment qui n'est pas du tout censuré, où tout est, les images ne sont pas du tout filtrées. On voit des images, il y a beaucoup d'images de cadavres et de personnes qui sont mortes. Même si on a essayé à travers l'intervention graphique sur le livre de rendre ça supportable à regarder, on a les noms des personnes qui sont mortes, on a toutes ces informations, donc c'est vraiment, je pense, une question de temps avant que maintenant ces personnes les perpétrateurs soient amenés devant la justice. Je considère que c'est un livre qui doit être vu par le plus grand nombre de gens possible. Je veux que beaucoup de gens le voient. Et en tout cas, ce livre-là, il va être publié en Bulgarie. En Bulgarie, il faut savoir que 50% de la population continue à soutenir la Russie et à considérer que cette guerre, c'est une espèce de mise en scène. Et donc, on a trouvé un éditeur en Bulgarie. Le livre va être traduit en anglais et en bulgare, et donc il va être publié là-bas. Il va y avoir une expo qui, en plus, va se tenir face à un monument, grand monument soviétique. Et c'est très important pour moi qu'il soit vu en Bulgarie, dans mon pays. Elles ont été où elles vont être. Il y a encore des expos qui arrivent, donc en Europe et aux États-Unis. On organise une exposition à La Haye, il y a le tribunal international aux Pays-Bas, et on organise une exposition en Ukraine aussi. Et évidemment, on posé en Russie. On sent bien toute la volonté qu'il y a derrière ta façon d'être éditrice, et surtout sur ce sujet qui était si important à tes yeux, bien sûr, voilà, pour la mise en forme, l'accompagnement de tout ce qui se présente comme insupportable. Pour Adrienne, au niveau de la réalisation du livre qui est proposé par Myope, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi une agence de cette nature se lance dans un ouvrage alors que la diffusion naturelle, des agences de presse, c'est avant tout les médias dans la simultanéité, ou en tout cas dans le flot de l'actualité. Donc, qu'est-ce qui peut motiver une agence à se dire, peut-être en tout cas, ça ne suffit pas? Il y a plusieurs choses. Donc déjà, le livre, ça a été l'idée de ABM Studio, les graphistes qui nous ont approchés en nous proposant
de faire un livre entièrement gratuitement. Donc, eux, la maison d'édition, le papier, nous, en tant qu'agence, tout le monde a travaillé gratuitement pour que les fonds soient donnés à une association ukrainienne. Donc, il y avait déjà ça qui était une énorme motivation. Et ensuite, en tant que photojournaliste ou que personne qui travaille beaucoup avec les médias, l'actualité et dans un flow assez rapide, c'est hyper important pour nous de sortir aussi nos images du contexte pur et simple de la presse. Je pense déjà ce que ça apporte, c'est que ça permet en fait à différents publics de les voir. Donc les gens qui vont regarder des livres photos ou des livres tout court ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui lisent les médias pour lesquels on travaille tous les jours. Ça nous permet aussi une analyse dans un deuxième temps. Je vais prendre un exemple, c'est plus très récent, mais au moment de la libération d'Izium, donc au cimetière Shakespeare, quand ils déterraient tous les corps qui avaient été enterrés là, moi j'y suis allé vraiment tous les jours. Avec le Wall Street Journal, on a travaillé sur d'autres histoires, mais on retournait au cimetière vraiment une fois par jour. Mais la première journée, on y était, il n'y avait que quelques médias et on devait envoyer le plus rapidement possible. Donc en fait, ben voilà, on fait le travail le plus rapidement possible. C'est un travail assez horrible. On voit des équipes d'Ukrainiens en train de déterrer des corps d'Ukrainiens, donc les analyser, les photographier pour voir s'il y en avait qui avaient subi de la torture, etc. Et on conduit donc une dizaine de minutes pour aller à une station-service où il y avait un satellite où on arrivait à avoir Internet pour envoyer. Donc on envoie en 10 minutes, pas le temps d'avoir aucun recul sur nos images et ni même pour le journaliste, pas le temps d'avoir du recul sur le texte. Et donc, notamment à ce moment-là, il y avait vraiment la première journée une armée de personnes vêtues de plastique avec des pelles qui attendaient de contribuer à l'exhumation des corps. Et en y retournant, en fait, toute la semaine, ça m'a permis de réaliser que les autres jours, l'équipe était beaucoup moins grosse. Donc, cette journée-là était aussi un peu pour montrer aux médias qu'il y avait énormément de corps, énormément de monde. Et ensuite, le temps du livre donc, nous permet de retourner sur ces édits et en tant qu'être humain qui voit tout ça, bah, de prendre un temps de réflexion aussi, de revisiter des moments durs, de revisiter la réalité de ce qu'on a vécu. C'est impossible de le faire en 10 minutes au milieu d'une journée de 14 heures de travail après avoir vu non seulement les corps à Izium, mais aussi, je sais plus, on faisait des journées où on parlait ensuite à un homme qui avait été torturé, puis un deuxième, puis un troisième, des personnes qui avaient perdu des proches. Donc, pour les deux livres, d'une manière différente, parce que dans l'un, j'ai été impliqué dans le processus créatif et dans l'autre, en fait, on a vraiment soumis et c'était assez fort de voir le résultat, la compilation de tous ces crimes de guerre et toutes ces photos qu'on a prises sur le terrain. Mais dans les deux cas, ça permet un recul qui, je crois, est nécessaire si on veut continuer à garder déjà la force de faire ce travail et aussi une réflexion sur notre métier, quoi. On avait préparé un peu cette réunion, enfin cette rencontre, Adrienne, et à un moment, quelque chose t'a échappé qui m'intéresse, c'est que tu disais que des fois, il y a des images que tu n'arrives pas à publier et qui, en quelque sorte, viennent s'empiler dans ton cerveau et tu n'en es libéré que quand elles sont publiées. Est-ce que c'est cette forme de respiration qui t'est permise aussi par l'édition d'un ouvrage? Je pense qu'en tant que photographe, quand on travaille avec des gens, mais je pense dans ton travail, c'est la même chose, on a une énorme responsabilité face aux personnes qui prennent le temps de se confier à nous. Et cette responsabilité-là, c'est d'amener leur voix le plus loin possible. Donc, on emmène leur voix à deux endroits complètement différents, mais le concept de base est le même. C'est de dire, des gens prennent du temps pour revisiter des choses horribles qui leur sont arrivées, nous font confiance. C'est vraiment un acte de confiance, la photographie. Se laisser photographier, se laisser échanger, partager en fait des parcelles de vie. Et donc après, c'est très très dur de vivre avec des histoires si on n'arrive pas à les publier, si on n'arrive pas à les montrer, parce que ces gens ont pris ce temps avec nous pour que leur voix soit
transporter quelque part, quoi, et qu'elles aient un impact. Et donc on est un peu des ponts, on est un peu des objets, des outils de transmission. Et puis si on n'y arrive pas, oui, moi personnellement, je trouve ça difficile. Et donc je pense que ce genre de bouquin, le fait de faire que ce soit des expos, des ateliers d'éducation à l'image, c'est tout autant de formes qui nous permettent de transmettre le plus possible et à une plus grande diversité de personnes possible, parce qu'on voit sur le terrain et les histoires que les gens nous confient. Et pour simplement aller plus loin, avant d'interroger Aymeric sur une thématique comparable, pour simplement aller plus loin, peut-être Adrienne, est-ce qu'il te semble qu'il y a des histoires qui ne peuvent paraître finalement qu'en livre ? C'est sûr qu'en travaillant pour la presse, on se pose aussi énormément de questions, parce qu'il y a des photos qui ne sont pas forcément publiables. Je ne sais pas si vous avez en tête peut-être la couverture du New York Times par Lindsay Addario, où on voyait le corps d'une famille. C'était à Butcha, oui, c'est Butcha. Ça a suscité débat, en fait, parce que c'est très rare que le New York Times mette en une des images aussi crues, où on voit de manière aussi crue des cadavres. Et ils ont décidé de le faire un peu dans la même idée que le livre de photo-évidence, parce que en fait c'est une preuve. Et c'était une des premières preuves les plus directes, les plus impactantes des crimes de guerre qui avaient été commis, et qui étaient en train d'être commis aussi, et qui le sont encore. Et donc, sur le terrain, nous, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être en constante communication avec des éditeurs, donc à se poser énormément de questions sur ce qu'on pouvait montrer, comment on pouvait le montrer, jusqu'à quel niveau on pouvait aller, selon le lectorat, selon la situation. Et donc oui, c'était vraiment c'est très, très intéressant de se poser ces questions-là, en fait, de dire... moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut qu'on montre aux gens, et que souvent, on a du mal à conceptualiser un certain niveau de violence, parce que ça dépasse l'entendement. Ça ne fait aucun sens. Des tueries de masse ou des viols, c'est des actes qui sont incroyablement durs à imaginer, à percevoir. Et par contre, c'est important qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Donc moi, je suis d'avis qu'on montre, mais avec le plus de délicatesse et de respect possible, pour que ce soit les personnes qui sont décédées, que ce soit les personnes qui survivent. Et donc, tout est un jeu d'équilibre. Mais c'est sûr qu'ensuite, dépendamment du contexte où on le montre, on peut prendre certaines libertés qu'on ne prendra pas à d'autres endroits, quoi. Dans une expo, on peut créer un espace qui nous permet de recevoir certaines images. Un journal, en fait, c'est très, très grand public. C'est ce qu'on lit le matin, ce qu'on lit le midi, au milieu de sa journée. Donc, on ne peut pas montrer forcément les mêmes choses. Et dans un livre photo, on a un moment très intime avec un objet. Donc, en fait, on peut se permettre aussi d'aller un peu plus loin, quoi, je pense, parce que tu as un public averti qui le tient, qui est dans une intimité avec les images, peu importe leur niveau de violence, quoi. À ce propos, dans cet ouvrage de Myope, ce n'est pas une photo de toi, il y a une photo de Guillaume Binet qui est extrêmement dure, en même temps extrêmement belle, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce filtre-là qui fait qu'on s'y arrête. Et l'histoire est racontée en légende. Vos légendes sont d'ailleurs dans les deux livres extrêmement précises et détaillées. Et c'est cette mère d'un village, donc enfin mère au titre élu, qui est assassinée, donc je crois avec son mari et son fils ou sa fille. Et donc on les voit sous terre, enfin dans la terre. Et cette image est très puissante. Et c'est vrai que se pose cette question toujours de la beauté de ce qui nous effare, quoi, de tout ce qui nous fait quelquefois si peur. Là, en l'occurrence, elle est construite comme une peinture aussi, cette photographie. Donc, est-ce que c'est dans un ouvrage comme ça, cette faculté dont tu parles de pouvoir présenter, glisser des images qui sinon seraient emportées dans le flot de l'actualité très rapide? Je pense qu'un ouvrage, ces deux ouvrages sont un temps de réflexion qu'on ne se permet pas nécessairement dans la presse quotidienne. C'est un moyen d'aller plus en profondeur, c'est un moyen
d'aller plus en détail, et c'est très très important. Donc, nous, avec MIUP, on a aussi joué vraiment sur l'image manquante, donc des fois par problème d'accès, des fois par aussi pudeur, mais des fois parce que en fait, on pouvait pas aller nécessairement à Mariupol occupé. Après que les 2 derniers journalistes de AP en soient sortis, il n'y avait plus d'images qui sortaient de la... 3, non, Eugène Maléoté. Ah oui, 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 les 3, pardon. Et donc il n'y avait plus personne, il n'y avait plus d'images, et donc il y a toutes ces images manquantes aussi dans le récit de la guerre qu'on a voulu aborder. Et donc je pense aussi qu'il y a énormément de textes dans les livres que Photo Évidence a fait, et que hors du format de livre, c'est très difficile de présenter autant d'informations. Parce que là, c'est un objet qu'on ramène chez soi, qu'on peut lire en plusieurs étapes, auxquelles on peut réfléchir, avec lequel on peut vivre un long moment. Et donc, ouais, le livre photo, pour moi, devient vraiment un second temps de réflexion nécessaire. À toi, Émeric, peut-être pour compléter justement cette vision des choses, et peut-être pas très directement sur ton travail, mais sur ce que tu me disais tout à l'heure, sur la faculté photographique finalement des personnes qui vivent comme sur le terrain, sans être photographes eux-mêmes, et qui sont quelquefois les seuls à pouvoir envoyer les images. Oui, effectivement, Adrien en a très bien parlé avec cette histoire d'image manquante. Et effectivement, ça me paraît essentiel. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai retrouvé un message que j'avais reçu sur mon téléphone ukrainien au tout début de l'invasion globale. Et je crois que tu as reçu le même aussi. Donc c'est un message qui a été envoyé sur tous les portables ukrainiens, donc venant des autorités ukrainiennes. Donc je vais vous le lire. Donc c'est du Google Translate d'après l'ukrainien. Donc il y a peut-être quelques erreurs, mais je vais vous le lire. Le pays agresseur payera pour tout. Si vous avez été témoin ou victime de bombardements, d'agressions ou d'autres crimes de guerre de la Fédération de Russie en Ukraine, signalez-le à une plateforme nationale, warcrimes.gouv.ua. Votre témoignage, photos et vidéos serviront de preuve aux tribunaux internationaux de La Haye et de Strasbourg, ainsi qu'aux tribunaux ukrainiens pour punir les envahisseurs, et vous aurez le droit à une indemnisation adéquate et à la restauration des droits violés. Donc voilà, et ça c'est très intéressant parce que c'est un appel à la population à documenter ce qu'elle a face à elle. Et je trouve que ces projets sont tous très intéressants, et je pense que ça mériterait un volume 2, cette fois-ci avec les images faites par ces gens qui étaient justement sur les zones où des professionnels de l'image, des journalistes, ne pouvaient pas aller. Et il y en a eu énormément. Et je pense qu'on a effectivement beaucoup d'images de crimes de guerre qui ont été documentées par la population. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y avait une partie qui m'a particulièrement intéressé dans ce livre, c'était l'enquête du New York Times sur les massacres de Boutcha, avec justement des images satellites, des images de vidéosurveillance de boutiques ou des choses comme ça, qui servaient à documenter. Et je trouve que cette enquête du New York Times était extrêmement intéressante. Donc ils ont utilisé ce qu'on appelle l'OSINT, donc tout ce qui est Open Source Intelligence, donc ce travail de recherche, d'investigation qu'on peut faire en open source, mais ils ont aussi couplé ça avec un travail de terrain, en allant interroger les personnes qui étaient là à ce moment-là, en leur demandant s'ils avaient pris des photos, des vidéos, et en récupérant ces matériaux, en demandant à l'armée ukrainienne si avec leurs drones ils ont filmé ces zones-là, etc. Et donc on s'aperçoit que ici, pour moi, l'image amateur est aussi extrêmement importante. Et je pense que c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit négliger.
Et à mon sens, c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé, en fait, toutes ces images amateurs. C'était tout le propos, justement, de l'exposition que j'avais fait au Centre Pompidou pour le premier anniversaire de l'invasion globale en Ukraine, et où, justement, c'était remettre au devant de la scène toutes ces images amateurs qui vont documenter alors parfois des crimes de guerre, mais parfois simplement des événements qui sont des événements extrêmement marquants, extrêmement importants dans cette guerre. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important, d'autant que c'est la première fois dans une guerre où l'image amateur prend, à mon sens, le dessus dans la documentation des événements les plus marquants du conflit. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements extrêmement marquants dont on n'a pas d'image faite par des professionnels, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas être là, ou simplement ils n'étaient pas là à ce moment-là, parce qu'il y a beau avoir des milliers de photographes, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Alors que des gens avec un smartphone, on l'a toujours avec nous, on peut produire l'image. Que ça soit d'ailleurs avec un smartphone ou avec des caméras embarquées dans une voiture, parce qu'en Ukraine, ils utilisent beaucoup des caméras accrochées au rétroviseur, que ça soit filmé pour documenter ou filmé même peut-être pour se protéger aussi. Dans cette exposition au Centre Pompidou, je présentais le compte Instagram d'une amie, Natalia. On s'était rencontrés en 2014 pendant Maïdan. Natalia est psychologue, elle vivait à Kiev. Et le 24 février, quand la ville a commencé à être bombardée, elle a décidé de partir dans la maison de ses parents, qui se situe à Zabutcha. Alors, pour vous situer un petit peu géographiquement Zabutcha, les 3 villes voisines de Zabutcha, c'est Hostomel, Boutcha et Irpin. Et sur la route qui relie Kiev à Zabutcha, elle est passée par la route qui passe par Irpin, Boutcha, Hostomel. Elle s'est retrouvée prise dans la bataille d'Hostomel, donc qui a été une des pires batailles qui a eu lieu le 24-25 février et quelques jours qui ont suivi pour le contrôle de l'aéroport. Donc elle s'est retrouvée prise dans cette bataille. Finalement, elle a réussi à passer et elle est arrivée dans la maison de ses parents et elle s'est retrouvée bloquée littéralement sur la ligne de front. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que d'une fenêtre, elle voyait l'armée russe, de l'autre, elle voyait l'armée ukrainienne. Et contrairement à beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans cette situation, qui ont complètement arrêté de communiquer, elle a continué à faire des posts, pratiquement tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour sur Instagram, où elle se filmait, où elle se photographiait. Parfois, elle photographiait un peu ce qu'il y avait autour d'elle. À aucun moment, elle photographiait des scènes de combat ou des choses comme ça. C'était vraiment, on était dans son intimité. Et en même temps, elle écrivait énormément où elle racontait. Elle racontait ce qu'elle vivait, ce qu'elle voyait, et les mécanismes qu'elle mettait en place aussi pour lutter contre ce traumatisme psychologique qui commençait à l'affecter de plus en plus. Et j'ai décidé de présenter son compte Instagram du 31 décembre 2021, où on voit un compte Instagram un peu à la con, je veux dire, où voilà, on la voit qui fait la fête avec des amis, on la voit qui fait des photos au resto, au bureau, et puis d'un seul coup, il y a la guerre qui arrive. Et en fait, on voit véritablement son visage qui change. On voit ses yeux qui changent. Et on voit la guerre, en fait, qui se dessine dans un laps de temps très court, qui se dessine sur son visage, en fait. Et je trouve ce genre de témoignages, par exemple, sont extrêmement importants. Et là, en l'occurrence, sur cette ligne de front, on n'avait pas de journaliste, on n'avait pas de photographe. Il y en a un Ukrainien qui a essayé d'y aller, il est mort. Il a été exécuté par les Russes. Et donc, du coup, c'est des témoignages qui, pour moi, sont essentiels et que, je me répète, mais je le dis là encore, qu'on a tendance à beaucoup trop négliger. Voilà. Et c'est pas parce qu'on s'intéresse à ces images amateurs que pour autant, l'image faite par les professionnels n'a pas d'importance. Elle a toute son importance. Les deux ont leur importance. Mais simplement, il faut savoir ne pas négliger ces images faites par des amateurs, qu'ils soient civils ou combattants. Mais il faut savoir les voir et les montrer. On sent bien dans tout ton travail, en tout cas concernant l'Ukraine, que tu cherches aussi à avertir d'une certaine façon. C'est-à-dire que tu cherches effectivement à te placer à côté de ce qui leur arrive,
mais aussi sans doute à être vigilant ici, puisque tu le présentes ici, tu sors ton livre dans plusieurs maisons d'édition, dont une française, dont une hollandaise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est-à-dire à quel public tu destines aussi ton travail, non seulement dans le cadre de ces deux livres qui ont été successifs, mais aussi dans le cadre donc de la reprise des témoignages et des personnes qui le vivent sur place. Alors, ce livre, l'idée, enfin que ce soit celui que j'avais fait sur Maïdan ou celui-là, l'idée c'était aussi d'avoir un maximum d'impact. C'est pour ça que le livre d'ailleurs est traduit en 6 langues. Pour s'adresser à un public le plus large possible. On l'a fait en 6 langues parce que c'était trop compliqué d'en faire plus, mais ça a été tout un débat pour choisir dans quelle langue on allait le traduire. Et d'ailleurs, on n'a pas utilisé les mêmes langues pour Maïdan et pour celui-là. Et donc, on a choisi de mettre, bien entendu, l'ukrainien. On a mis le français, on a mis l'anglais, on a mis, on a eu, alors qu'est-ce que je dis, donc français, anglais, ukrainien, on a mis l'allemand également. Le rôle de l'Allemagne ici est assez important, donc c'était important de mettre l'allemand. On a mis le polonais, qu'on n'avait pas mis sur Maïdan. On avait mis le néerlandais pour Maïdan. On l'a remplacé par le polonais ici, puisque la Pologne joue un rôle très important dans ce conflit. C'est le pays frontalier, c'est là qu'arrivent la plupart des réfugiés. Alors, il n'y a pas que là, mais il y en a énormément qui passent par la Pologne. Et enfin, on a eu tout un débat à savoir est-ce qu'on mettait le russe ou pas. Parce qu'on l'avait mis sur Maïdan, très clairement, la question ne s'était pas du tout posée d'ailleurs sur Maïdan. Et d'ailleurs, dans le projet que j'ai fait sur Maïdan, beaucoup de gens avaient répondu au questionnaire en russe. Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'on met le russe? Et on a eu tout un débat. J'ai interrogé beaucoup d'amis ukrainiens aussi pour avoir leur avis, savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Est-ce qu'on met ou pas le russe? Et on a choisi de mettre le russe. Alors, il y en a certains qui étaient contre, d'autres qui étaient pour. Donc, ça a été un débat qui a duré plusieurs jours. On en a longuement débattu. On a essayé de le mettre parce qu'on s'est dit que c'était important aussi de pouvoir... déjà, il y a beaucoup de russophones en Ukraine, même si beaucoup de russophones aujourd'hui, ce n'est pas le cas de tous, mais beaucoup, je vois notamment pour beaucoup d'amis qui habitent à Kiev, ils se forcent à parler ukrainien, même s'ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'ukrainien, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le russe, ils se forcent à parler ukrainien dans un geste de défi vis-à-vis de la Russie. Mais c'était aussi avec l'idée de pouvoir essayer d'impacter des Russes. Donc voilà, l'idée c'est de toucher au maximum un maximum de personnes, de manière à que ce livre soit aussi une sorte peut-être de vecteur d'influence, ou en tout cas quelque chose qui permet de voir autrement, et qui permettent peut-être de comprendre autrement aussi ce conflit directement par la parole de ces gens qui sont les protagonistes de l'événement, et pas par la parole de quelqu'un d'autre en fait. Et je pense que autant c'est important d'avoir des paroles extérieures parce qu'il y a un recul, des paroles, des regards extérieurs, parce qu'il y a un recul, et ce recul, je pense que c'est nécessaire de l'avoir, mais c'est aussi bien d'avoir ces paroles de l'intérieur, même s'il n'y a pas ce recul. Par contre, il y a le fait qu'on est vraiment à l'intérieur, et donc d'avoir ces deux regards, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, moi, c'était vraiment ce regard de ces protagonistes que je voulais, ces paroles, ce regard de ces protagonistes que je voulais donner à voir ici. De ton côté, Svetlana, quel serait ton désir par rapport à l'impact de ce livre? Qu'est-ce que vraiment tu souhaiterais qu'il arrive dans le prolongement de cet ouvrage? L'objectif de ce livre, il est très simple. C'est juste de récolter et de préserver les souvenirs de ce qui s'est passé pendant une année. Pour toi, Adrienne, quelle serait, puisque le livre n'est pas encore paru, quelle serait pour toi la meilleure façon de le faire connaître en France, à l'étranger? Je ne sais absolument pas quelle est l'envie du collectif MIOP par rapport à votre ouvrage.
Donc il est paru, c'est juste que le lancement officiel est en septembre, mais on a 80 exemplaires, je crois, à Arles. Mais d'ailleurs, je voulais remercier déjà le travail de Svetlana et rapidement juste aborder quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en faisant ce travail d'édition et de collecte de preuves, vous parlez aussi de l'impact psychologique, en fait, de regarder toutes ces images-là, de lire tous ces témoignages-là. Et donc voilà, je pense que tous les photographes, on en est aussi très très reconnaissants. Voilà, c'est quelque chose qui peut affecter profondément et merci. Pour MIAP, le but pour nous, c'est vraiment déjà pareil, de conserver l'histoire, de conserver la mémoire. Je pense que la photo, c'est un travail de mémoire, que ce soit de la photo vernaculaire, que ce soit de la photographie, photojournalisme. On crée des documents. Et donc, on veut le diffuser en français, en anglais, au plus grand nombre de personnes possible, parce que l'idée, c'est toujours ça, c'est de toucher le plus grand nombre. Très bien, merci à vous trois pour toute cette présentation. Bon, je me tourne un peu plus vers le public. J'imagine qu'il y a sans doute des questions suite aux différents exposés et même déjà à la discussion qui s'est instaurée. Je peux faire passer le micro à quiconque a envie d'intervenir. Je me permets, mais j'aurais bien aimé qu'elle nous parle ici d'un projet qu'elle a fait que j'aime beaucoup. J'espère que c'est bien toi qui l'as fait, que je me trompe pas, mais sur les colis postaux. Sur les colis, ouais. Et j'ai trouvé, parce que c'est vrai qu'on parle ici beaucoup de preuves, de crimes, etc. Et je pense qu'il y a plein de manières de raconter la guerre. Et une des séries de photos qui m'a le plus touché dans la narration de la guerre, c'est cette série qu'elle a fait sur les colis. Donc je te laisse peut-être la raconter, mais que je trouvais extrêmement touchante. Et c'était un pas de côté. Et ça racontait énormément de choses. Non, du coup là, j'étais en commande pendant 1 mois pour le journal Le Monde. Donc Noël, jour de l'an. Et j'ai travaillé pendant un moment avec Julien Boissou comme journaliste, qui a eu cette idée de suivre les postiers, parce qu'on soit entre personnes qui habitent très très loin, entre réfugiés et personnes qui sont restées derrière. Et on arrive donc sur le terrain, on est avec des postiers hyper dévoués, trop sympas. Et en fait, au fur et à mesure de la journée qui avançait, je réalisais que ce qui était vraiment intéressant, c'est que il y avait des colis hyper variés. Donc ça passait des lettres aux habits chauds parce que la famille avait eu un jeune enfant malade, à des denrées, et on voyait aussi ce qui était important pour les personnes à travers ça. Donc c'était une manière aussi de venir parler de l'impact de la guerre sur des familles, sur des personnes, mais sous une autre perspective. Donc ça a été un processus assez simple. Donc juste de prendre des colis en photo et un portrait et un témoignage avec les gens qui nous disaient ce qu'il y avait dans le colis et pourquoi. Donc c'est publié sur Le Monde et voilà. Je suis touchée que ça t'ait touché. J'ai juste une curiosité par rapport aux arguments contre la langue russe dans le deuxième ouvrage. Parce que tu nous as dit les aspects, pour qui est assez évident. Mais je suis vraiment curieuse de savoir, les gens qui n'étaient pas d'accord pour qu'elle soit traduite en russe aussi, quelles argumentations ils avaient sûrement. En fait, c'était principalement c'était venant d'Ukrainiens, d'amis ukrainiens, et qui en fait... en fait, je comprends leur position complètement. C'est-à-dire que quand tu es sous les bombes de la Russie, que tu as des proches qui sont tués, etc., au bout d'un moment, tu vas développer une animosité vis-à-vis des Russes et de tout ce qui caractérise les Russes, dont notamment la langue russe. Et donc, du coup, c'est vraiment par rejet, un rejet qui se construit en fait avec ce à quoi sont confrontés les gens dans la guerre, tout simplement. C'est vraiment un rejet hermétique en fait, c'est-à-dire on veut plus entendre parler des Russes, c'est tout ce qui vient de ce pays, tout ce qui vient de ce peuple, on n'en veut plus en fait.
C'est vraiment, et voilà, c'est une position que je comprends complètement face à certaines situations, face à certaines tragédies. Voilà, donc ici, moi, je veux pas juger en fait ce positionnement, mais c'est vrai que voilà, on a eu tout un débat par rapport à ça, et notamment voilà, il existe de toute façon. La Russie, c'est foutu, en fait. On n'arrivera pas à les convaincre. Ils sont complètement logotomisés. C'est mort. Donc, on veut pas, en fait. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce débat. Moi, j'ai souvent entendu, tu me diras c'est toi aussi peut-être, mais aussi l'argument du fait que la langue russe était utilisée comme forme de colonisation, donc un effacement de la langue de la culture ukrainienne. Et donc, il y a plusieurs exemples. C'est un peu long de retracer toute l'histoire, mais voilà, notamment des livres historiques ukrainiens ou des auteurs ukrainiens qui ont été soit éloignés de leur ville en Ukraine ou dont les livres ont été interdits. Donc en fait, c'est toute une question d'effacement de la culture aussi. Et donc de dire on va arrêter de reproduire ça, c'est fini, quoi. Oui, d'ailleurs, pour prolonger ce que tu disais, effectivement, l'enseignement de l'ukrainien était interdit, etc. C'était considéré comme la langue des paysans, et toute personne qui avait de l'instruction, de l'éducation, enfin, qui faisait des études, etc., ne devait pas utiliser l'ukrainien. C'était absurde, en fait. C'était uniquement le russe. Donc il y a eu vraiment effectivement cette volonté d'effacement de la langue ukrainienne mais voilà, ça passe par la langue, mais c'est passé aussi par bien d'autres choses, en fait. Mais c'est le principe, en fait, du colonialisme qu'on a ici. Est-ce que vous avez d'autres questions, soit sur l'édition, soit sur l'expérience personnelle de l'un ou de l'une ou de l'autre, puisque là, vous les avez sous la main pour éventuellement aussi qu'ils puissent vous raconter la façon dont ils ont vécu ces jours ou ces mois en Ukraine. Pas d'autres questions ? Non ? Donc vous pourrez venir voir les 3 ouvrages, Ukraine, War Crime, 2 photos évidence, Ukraine fragment, février 2022, février 2023 de l'agence Myope, publié par les éditions Manuela, et Ukraine, 100 Hidden Faces d'Émeric Luisset, donc chez André Frère et chez Paradox. Voilà, donc vous pouvez venir et continuer à interroger, converser avec chacune des intervenants présents ici. Merci à vous tous et toutes d'avoir assisté à ce débat. Merci.